Le côté what the fuck des pubs japonaises, c'est très connu. Un meuf est déguisée en guichet. Y a que les japonais qui sont capables de faire ça. Tous les youtubeurs de la planète vous ont bassiné avec ça. Pourtant, navré de vous le dire, mais vous ne savez rien des pubs japonaises. Forcément, à part vous dire que c'est What the fuck Japan, ce qui parfois est réellement le cas, et bien sur les vidéos populaires du net, il n'y a pas beaucoup d'informations. Au mieux, on apprend quel produit la pub veut mettre en avant, mais ça s'arrête vite là. Et pourtant, il y a tellement plus de choses que ça soit culturellement, narrativement et même émotionnellement. Je vous jure, il y a une pub que je vais vous présenter aujourd'hui au premier visionnage. J'ai chialé. Carrément, il y en a une autre, ça fait 3 jours que j'écoute la musique en boucle. Bien sûr, sans être non plus des chefs-d'œuvre, les pubs japonaises deviennent parfois des arcs narratifs avec un fil rouge et une véritable conclusion. Et une des pubs les plus célèbres dans cette catégorie, c'est la pub Long. Vous en avez certainement vu une ou deux, mais à cause de ça, vous êtes passé à côté de ce qu'il y a de plus exceptionnel. C'est le fait que cette pub, elle a tellement fonctionné qu'il y a 11 épisodes. Et ce sont des épisodes qui se suivent avec un fil rouge, et il y a même un bon gros suspense. Reprenons un peu tout ça. Shi-chan et Toru-san forment un couple qui mange des sakeru gumi classiques. C'est un bonbon japonais qui existe depuis 2014. Puis, soudain, surgit un homme mystérieux, moustachu, élégant, qui mange la version longue du bonbon avec une sensualité hors norme. Et bien sûr, ce qui le rend iconique, c'est ce jingle dramatique. Clairement, ça joue sur le côté sexuel de la chose, mais ne vous inquiétez pas, ça empire largement dans les épisodes suivants. Dans le deuxième, il y a bien sûr un éléphant avec sa grosse trompe, et dans le troisième, l'homme sexy arrive directement chez Chi-chan en tant que livreur. Tout en étant au téléphone avec son petit ami Toru-san, elle demande au livreur si il n'a pas un peu de temps devant lui. Ça commence à chauffer, mais on arrive au 4e épisode, et là la subtilité, on oublie. Mais dans l'histoire, Chi-chan, juste avant de succomber au long man mystérieux, elle a un regain de conscience et se rétracte. Mais patatras, dans l'épisode 6, c'est Toru-san qui vient directement à l'appartement et là il découvre la terrible vérité. Afin de se sortir de cette situation, Chi-chan, dans l'épisode 6, invente qu'elle n'a plus pour très longtemps à vivre. Sa vie est raccourcie, donc voir des choses longues, eh bien ça la rassure. Attendez, j'espère que vous êtes bien montés dans le train là, parce que personnellement, je trouve que ce qu'ils ont fait là en seulement quelques minutes, c'est parfois meilleur que des séries en plusieurs dizaines d'heures. Épisode 7, on change de scène. Chi-chan est au boulot, et sa collègue, et visiblement aussi son ami, lui reproche d'avoir inventé une bêtise pareille pour se sortir d'affaire. Surtout que elle va lui apporter la vérité. La vérité que depuis le début, le paquet de sakeru gumi, si tu les alignes, ils font la même longueur que le long sakeru gumi. Dans l'épisode 8, ils sont de nouveau ensemble et Toru-san demande Chi-chan en mariage. Épisode 9, on sent que Chi-chan est encore partagée. Elle n'arrive quand même pas à oublier la longueur du bonbon qu'elle a tant convoité. Mais le jour du mariage arrive. Le cliffhanger est horrible. Comment va réagir Toru-san? Est-ce que Chi-chan va réellement finir avec le mystérieux Long Man? Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'épisode final, 1 minute et 21 secondes de publicité. Plot twist final, en vérité le Long Man n'était pas amoureux de Chi-chan, mais de Toru-san depuis le début. Bon, j'espère que ça vous aura plu parce qu'en tout cas, elle a beaucoup plu à Cannes. Et oui, je vais réellement dire cette phrase, mais cette publicité a reçu un prix au festival de Cannes. Alors bon, c'est pas faux, mais je triche un petit peu. C'est au Cannes Lions 2018, c'est un festival de Cannes, mais réservé aux œuvres de communication. En gros, c'est que avec des publicités. Comme vous le voyez, le Japon sait très bien réussir ses pubs. Toutefois, lorsque le but c'est d'interpeller, de choquer et de capter l'attention du spectateur pour faire acheter un produit, eh bien, parfois, on peut se retrouver à franchir la ligne rouge sans s'en rendre compte. Alors venez découvrir les publicités qui m'ont fait chialer, mais aussi celles qui déclenchent des comportements pervers chez les enfants, qui mettent en scène du cannibalisme de filles mineures, ou qui provoquent des incidents cardiaques chez les téléspectateurs. Après les influenceurs nuisibles et les téléréalités nuisibles, bienvenue dans l'univers des publicités nuisibles mais aussi exceptionnelles au Japon.
ない男なんていないさ。小僧見てたのか。私にも秘密がある。おいおいおいおい。 Cette publicité avec un chien qui parle, c'est pour SoftBank, un opérateur téléphonique au Japon. On suit la famille Shirato et le chien dans l'histoire, en fait, c'est le papa, le père. Les pubs ont tellement marqué que le chien blanc, donc le papa, est carrément devenu la mascotte de l'entreprise. Et si leur publicité est plutôt cool et décalée, leur service est à chier. Ça a beau être une des entreprises les plus puissantes du Japon, leur service client laisse à désirer totalement. Allez demander à Tev, vous allez voir ce qu'il en pense, lui, il a été en procès carrément avec eux. Alors que littéralement, en faisant ça, je peux avoir de la data au Japon à un débit exceptionnel. Alors en fait je dis au Japon mais c'est partout dans le monde. Tellement partout dans le monde que la dernière fois j'étais à Paris, donc en France, mon opérateur téléphonique SFR, je balance, était tellement à chier, j'étais en pleine ville que j'ai dû prendre un abonnement Ubigi pour vraiment uploader un fichier en urgence. Alors bien sûr dans le cadre d'un voyage tu peux préparer tout à l'avance. T'as juste à activer la eSIM et désactiver le mode avion une fois que t'es atterri. C'est vraiment ce que j'utilise non-stop quand je vais à l'étranger, c'est vraiment trop pratique sachant qu'en plus il y a toujours un abonnement qui est adapté à ta consommation. Que tu sois un petit consommateur qui utilise par exemple que Google Maps ou un gros consommateur, un porcasse comme moi qui upload des fichiers en 5G. Vous avez 10% de réduction sur votre première commande avec mon code Louis, et vraiment au Japon pensez-y parce que ça prend systématiquement le meilleur opérateur disponible, donc ironiquement vous avez un meilleur réseau que les japonais. Donc si vous partez au Japon ou à l'étranger, pensez Ubigi et à mon lien dans la description et à mon code promo Louis. Une publicité qui cartonne et qui devient même une histoire, ce n'est pas non plus une première pour le Japon. Bien des années avant ça, il y a eu Sega. Oui, le plot, c'est littéralement comment des enfants veulent décrocher des écrans et aller jouer dehors au baseball. Inadmissible. Mettons donc en scène des enfants qui se font défoncer, étrangler par un expert en arts martiaux. Alors, pas d'inquiétude, nous sommes juste dans les années 90, novembre 1997 pour être précis. La personne en kimono, c'est Kunihiro Fujioka et il est connu pour avoir joué un héros dans Kamen Rider. Mais ici, il joue le rôle de Segata Sanshiro, un personnage créé par Sega pour vendre la console Sega Saturn au Japon, surtout entre 1997 et 1998. Et le nom Segata Sanshiro, il est méga ingénieux. En gros, Segata Sanshiro, ça se prononce beaucoup comme Sega Saturn Shiro. Et cette seconde formulation en japonais, quand elle est traduite, ça donne fait la Sega Saturn, ou plutôt joue à la Sega Saturn. Je suis d'accord, de prime abord, on pourrait penser que le département marketing, il s'est pas foulé. Mais en vérité, il y a plusieurs sens. Déjà, il y a une référence à un personnage qui s'appelle Sugata Sanshiro. C'est un roman éponyme de Tsuneo Tomita où le personnage principal, Sugata Sanshiro, est un expert en arts martiaux. Et la troisième référence dans ce nom, c'est que Sega Saturn Shiro, eh bien ça peut aussi se lire Sega Saturn blanche. Blanche exactement comme la nouvelle couleur de la console Sega Saturn qui voulait justement mettre en avant. Effectivement, pour l'anecdote, la Sega Saturn était souvent grise ou blanche au Japon, contrairement où en Occident, elle était noire. Et le principe de la pub, je pense que vous l'avez compris, c'est que dès que quelqu'un veut s'amuser à autre chose que la Sega Saturn, eh bien il se fait tabasser. Segata Sanshiro les punit sans pitié avec des techniques de judo. Et vraiment, il s'attaque à tout le monde, pas seulement les enfants. Donc par exemple, je sais pas moi, des personnes qui prennent du bon temps en boîte de nuit. Segata Sanshiro. Le gars vient d'abattre tout le club. Ça ressemble un petit peu à du terrorisme tout ça, mais tout va bien. Ah bah j'avais pas totalement tort finalement. Oui, cette pub c'était pour mettre en avant le jeu Bomberman, mais c'est aussi la première qui diffuse la musique iconique Sega Saturn Shiro. Oui ok, cette fois-ci ils sont pas foulés pour le nom. Mais alors pourquoi je dis que cette musique elle est iconique? Déjà parce qu'elle sent vraiment bon la musique des génériques opening des tokusatsu dans les années 90 au Japon. Oui, c'est très précis, mais écoutez, c'est vraiment ça. Mais surtout parce que l'album, enfin le single, sera vendu à 100 000 exemplaires physiques, ce qui le place directement disque de platine. Et je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est le même niveau que l'album Civilisation de Orelsan. Pour une pub. Alors dans les prochaines, Segata Sanshiro il va combattre des zombies, briser des briques, avoir une romance, devenir gardien de but, et il va y avoir au total 20 spots publicitaires différents où il va mettre en avant différents jeux. Mais si cette pub est aussi marquante pour les japonais, c'est pour son dernier épisode. Effectivement, une console ça ne dure pas éternellement, et en novembre 1998, soit un an après le début des diffusions des publicités Segata Sanshiro, Sega doit tourner la page et se diriger vers la prochaine génération de consoles, la Dreamcast. Mais ils doivent quand même faire leurs adieux à ce personnage, et ils ont vraiment mis le paquet.
Il a fait le sacrifice ultime pour que Sega puisse continuer d'exister. Perso, je ressens à fond les valeurs, la vibe Ultraman de la fin des années 90, avec vraiment ce côté ultra premier degré du dépassement de soi et de moi, je vais sauver tout le monde. Mais attendez, dites-vous que la publicité elle a tellement marqué l'esprit des Japonais que 22 ans plus tard... タピオカの次に何が流行るか知ってる？チーズティー、バナナジュース。正解はセガだよ。 Oui, Segata Sanshiro a un héritier. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que le nouveau personnage Sega Sanshiro, c'est non seulement le fils de Segata Sanshiro dans le lore de la publicité Sega, mais c'est également le véritable fils de l'acteur qui a joué Segata Sanshiro. Non, vraiment, c'est exceptionnel ce qui se passe là, j'adore. Et forcément, vu qu'ils ont fait des publicités, on a le droit à un flashback. Kui! Oto! Segaを極めろ! じゃあな。 Là, je vais vous le dire, j'ai pu enchaîner les 3 nouveaux épisodes qu'ils ont sortis parce qu'ils sont maintenant sortis sur YouTube. Mais imaginez le fan des années 90 qui voit ces nouveaux spots publicitaires avec une suite, le lore des flashbacks. Depuis quand on a des flashbacks littéralement dans une pub? Les mecs, ils devaient vraiment être désespérés devant leur télé pour se dire quand est-ce que passe l'épisode 2 et l'épisode 3? Non, vraiment, c'est trop, mais pas le temps de niaiser, il y a un méchant qui apparaît. Il a lui aussi un jeu de mots magnifique, c'est Sega Hatan Shiro, qui veut dire faire faillite à Sega. Le combat est difficile, mais le fils finit par triompher. Le masque du méchant tombe, et révélation. 成長したな。父さん、お前の成長を確かめたかった。今のお前ならセガを守っていける。父さん、もう俺のことは忘れるんだ。父さん、俺はかつてのセガの象徴だ。 Le père explique tout ce que Sega a accompli depuis qu'il est parti. Pour que le passé reste le passé, le fils doit tuer le père. Et par le même biais, ça permet à Sega de ne pas rester une relique du passé, une image dont ils ont d'ailleurs du mal à se défaire. À la fin, on constate que tout n'était qu'un rêve. Mais dans les mains du fils Sega Sanshiro, reste une ceinture où est écrit « Je te confie l'avenir de Sega ». Est-ce que vous n'avez pas un peu des frissons comme moi de voir que le fils doit prendre la relève du père, mais qu'il a toute cette responsabilité sur les épaules, qu'il incombe et qu'il le presse et qu'il le... Ok, j'ai compris, c'est que moi. Peut-être pas. Vive le cannibalisme. 5 jours, c'est la durée de vie qu'a eu la prochaine publicité que je vais vous montrer. Elle est sortie le 21 septembre 2016 et elle a été vite supprimée le 26 septembre. Mais alors diable, de quoi parle-t-elle et qu'est-ce qu'elle promeut? Bon, déjà vous sentez un peu d'où la polémique va partir. On est en face d'une adolescente en maillot de bain et la voix du narrateur fait clairement allusion à une rencontre amoureuse durant les vacances. On peut même parler d'amourette d'été. Le narrateur veut tout faire pour elle et lui donne une tente proche de la piscine qu'elle qualifie comme sa chambre. Après il ramène un gros tuyau pour alimenter en eau la piscine et ça y est, on commence à avoir des plans suggestifs. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est que moi qui ai les idées mal placées. Elle a la main engluée et elle essaye de saisir la bouteille mais elle n'y parvient pas. Alors le pire c'est que c'est cohérent et il y a même un indice pour comprendre c'est quoi le produit de la pub. Mais malheureusement je vous le dis c'est absolument impossible de trouver avant la fin. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit d'une publicité pour de l'anguille de Chichibu précisément, d'où la main qui était engluée parce qu'effectivement les anguilles c'est relativement gluant sur la peau. Et je pense que la publicité était déjà problématique à ce stade avec le côté fille mineure en maillot de bain qui dit « Entretiens-moi » à un narrateur à la voix masculine, mais ce qui va vraiment les achever, c'est le plan de fin.
Eh ben, on encourage les gens à entretenir les adolescentes et à les manger après ça, les consommer. Non, mais quel est le problème? Bon, l'intention officielle de départ, c'était de dire que les anguilles de Chichibu, eh bien, elles sont choyées. Elles sont élevées avec soin, avec une eau de qualité, avec du repos, de la nourriture adaptée. Et le maire expliquera après la suppression de la vidéo que la ville voulait transmettre l'idée d'un élevage attentif et valoriser la production locale d'anguilles. Mais faut être sincère, ils se sont bien plantés. Fatalement, les internautes ont réagi massivement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste pour une raison, mais pour plein de raisons. Il y a le côté sexiste avec l'adolescente en maillot qui est un être élevé, nourri, puis finalement consommé. Ensuite, il y a la sexualisation d'une très jeune fille avec ce genre de plan. Et enfin, il y a pour finir le malaise cannibale. On élève une fille, puis on la mange. Pas de budget. Ok, nous sommes en 2013 et j'ai besoin de faire une pub pour des pneus neige. Bon, je sais, la première idée c'est de mettre en scène un accident ou un presque accident, mais le souci c'est que j'ai une contrainte, c'est que j'ai pas de budget. Du coup, vous me conseillez quoi? Et j'arrête là parce que vous savez très bien ce qui va se passer. Oui, il y a un bon gros jumpscare après ça, et pour le bien de tout le monde, je vais le faire apparaître très doucement, voilà. Non, il y a vraiment aucun troll, je le fais apparaître doucement, calmement. La publicité est diablement efficace, mais alors analysons ça. Déjà, première chose que je ne vous ai pas montré, c'est cet écran. Oui, c'est un écran de prévention qui dure 2 secondes avant le début de la vidéo, et il est rédigé en japonais, mais aussi en anglais. Et je pense vraiment que c'est cet écran qui les a sauvés, parce que sinon ils auraient eu un drama aux fesses, mon dieu. La suite, ça reprend tous les codes des films d'horreur filmés avec une caméra embarquée. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on sait pas quoi. Et bien sûr, au bout de la route, vous aurez reconnu le personnage japonais de légende urbaine, Kuchisake Onna, aussi connu sous le nom de la femme à la bouche fendue, et cette illustration, et bah sachez que, voilà, juste pour vous le dire, c'est moi. Parfois je la retrouve sur des blogs et des trucs comme ça, mais c'est moi. Budget de la publicité, franchement j'estime ça autour de 500 € grand max, et pourtant en seulement 4 mois, elle va faire 8 millions de vues. Après, je tiens à dire que ce n'est pas la première publicité à utiliser un jumpscare, il y a aussi cette célèbre voiture que je pense vous connaissez. Mais attendez, l'entreprise Autoway du coup qui voulait promouvoir leur pneu neige, ils se sont pas arrêtés là. Vu le succès de la première publicité, ils se sont dit on doit remballer pour une deuxième. Même idée et en même temps totalement différente. Ah ça y est, c'est le Japon, on peut pas s'empêcher 5 minutes de montrer des culottes sur des jeunes filles. Je vais raccourcir un peu parce que c'est très long, ça dure 2 minutes. On est sur un live et les viewers demandent à la streameuse de se changer en maillot de bain, juste pour voir. Ah bah... pourquoi pas, hein? Après ça, il y a un texte qui t'explique qu'avoir des pneus trop vieux et usés peuvent provoquer de soudaines accélérations pendant la conduite. Je pense que le message est passé. L'arbre qui cache la forêt. Alors du côté des publicités exceptionnelles, on a d'un côté Sega avec son disque de platine, et de l'autre une marque de bonbons qui a été félicitée et récompensée à Cannes et qui cumule sur YouTube plus de 6,5 millions de vues. Et bien laissez-moi vous dire que tout ça ne vient même pas à la cheville de la publicité la plus marquante de l'histoire du Japon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Un chien qui parle? Des tensions sexuelles humoristiques? Ou carrément un martyr qui se sacrifie en laissant un héritage derrière lui? Non. Toutes ces recherches commerciales, ces biais consuméristes, ces optimisations sensorielles ont perdu contre un arbre. Alors oui, je sais actuellement vous avez 100 000 questions qui vous passent par la tête, mais même avec les paroles traduites de la chanson, c'est impossible de savoir de quel produit, de quelle marque il s'agit. Sauf... pour les japonais. C'est pas une blague, j'ai demandé aux copains japonais là si vraiment tous les japonais connaissaient cette pub, ils m'ont répondu carrément. Oui, vraiment j'ai une pensée pour toutes ces publicités japonaises qui utilisent de l'animation de fou ou alors des prods exceptionnels, tout ça pour perdre contre un arbre depuis 50 ans. En effet, cette publicité est diffusée depuis 1973. C'est carrément devenu une sorte de rendez-vous pour voir si la version diffusée cette année n'a pas changé. Parce que oui, depuis 1973, il y a eu 9 versions différentes avec des remixes au niveau de la musique et des plans qui sont différents. En revanche, ce sont toujours les mêmes paroles et c'est toujours le même arbre depuis plus de 50 ans. Sauf, anecdote, pour la première diffusion de cette publicité où c'était avec un arbre qui était animé. Bon, il est temps de le révéler, cette publicité, elle est faite pour la marque Hitachi. À l'origine, l'entreprise fabriquait des équipements électriques, notamment des moteurs, et elle s'est progressivement imposée comme un groupe mondial dans les infrastructures, l'énergie, le transport et le numérique. Et justement, c'est ce côté touche à tout avec de nombreux embranchements que la pub veut mettre en lumière. Ses nombreuses racines, son tronc bien puissant, ses nombreuses branches et ses feuilles. En effet, sa popularité n'est plus à prouver parce que la vidéo YouTube de la musique de la publicité cumule 18 millions de vues. Et pourtant, c'est
très loin d'être représentatif du nombre d'écoutes réelles. Vraiment, depuis les années 70, la musique elle a eu le temps de devenir un disque de diamant polymérisé à l'adamantium. Bon, vu que là on était sur de la publicité avec de la force tranquille, de la force calme, je vous propose un virage à 180 degrés. Bob l'éponge. La prochaine publicité, c'est celle d'un géant du marketing. Genre, imaginez vraiment un des plus gros trucs marketing littéralement dans le top 5 du monde. McDonald's. Ouh, alors, ils se sont plantés? Pas vraiment. Est-ce que c'était émouvant? Non, clairement pas. Alors, est-ce que Bob l'éponge est si populaire au Japon au point où il est normal de voir des enfants totalement hystériques devant des jouets Bob l'éponge? Non, mais personnellement cette pub me fait bien rire entre l'expression du gamin en bleu et la fille à la fin, vraiment c'est parfait. Mention spéciale à la femme qui sourit dans le fond, qui joue certainement le rôle de maman d'un des enfants et qui se dit que c'est totalement normal que des enfants réagissent de cette manière pour un jouet Happy Meal. Et c'est vrai qu'en y repensant, la publicité elle explique pas vraiment en quoi consiste le jouet et comment il fonctionne. Entre deux cris on dit vaguement qu'il parle, mais l'argument principal ça reste quand même qu'il est aussi cool qu'un cocktail de toutes les drogues du monde réunies. Alors, cette publicité, elle a pas eu de bad buzz particulier au Japon, mais elle a forcément un peu choqué. Au point où, pour la désigner, on est passé du Happy Setto de McDonald's au Hachamecha Setto de McDonald's, qui veut dire le Insane Set de McDo. Alors, soi-disant, la publicité aurait été retirée avant la fin de la campagne, mais c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes. Pour la prochaine, on reste avec des enfants hystériques, mais c'est bien plus problématique. La rébellion. Il y a des dizaines d'années au Japon, une publicité a fait des ravages. Et ça parce qu'elle a touché une communauté qu'elle n'était pas vraiment censée toucher à la base. Elle est sortie en 1969 et c'est une pub pour faire la promotion d'essence. La vraie idée marketing de cette publicité, c'est bien évidemment le soulèvement de la jupe blanche de la mannequin. Aujourd'hui, avec la culture japonaise, ça paraît vu, revu et poncé jusqu'à la moelle, mais là on est en face de la toute première pub qui utilise ça. Et effectivement, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais en faisant des recherches complémentaires, je me suis rendu compte que j'avais peut-être minimisé l'impact de cette publicité. Déjà, le terme Moretsu qui est prononcé dans la publicité, il était utilisé avant pour désigner les Moretsu Shain, les salaryman japonais des années 60 qui se tuent au travail. Donc le mot Moretsu, c'est pas facile de le traduire, mais on pourrait dire que c'est intense, féroce, extrême. Et là, le contraste entre l'utilisation habituelle du mot Moretsu pour le travail acharné et cette situation légère, glamour et légèrement érotique, ça fait l'effet d'une bombe culturelle. C'est vraiment l'expression à la mode qu'on entend un peu partout. Jusque-là, tout va bien, mais le 24 juillet 1969, tout va basculer. Le mangaka Go Nagai, qui est l'auteur de Goldorak, va publier dans le très récent Weekly Shonen Jump un chapitre de son manga en cours de parution, Harenchi Gakuen, l'école impudique. Dans ce manga, les professeurs y sont dépeints comme des idiots, des hypocrites ou des pervers, tandis que les élèves font régner le chaos. Et dans le chapitre du 24 juillet 1969, il a l'idée de faire en sorte que les enfants du manga soulèvent la jupe des filles en criant Moretsu. C'est comme ça que naît le Moretsu Gokko, le jeu du Moretsu. Forcément, dès le lendemain, les enfants reproduisent la scène qu'ils ont vue dans le manga. Et c'est comme ça que dès la fin de l'année 1969 et tout le long de 1970, les cours de récréation du Japon entier sont touchés par l'épidémie. Les jeunes garçons des écoles primaires au collège se mettent à traquer leurs camarades féminines pour soulever la jupe en criant Moretsu. Et ce phénomène, il prend tellement d'ampleur qu'il passe à la télé, au JT et dans les journaux. Bref, c'est la panique morale et la PTA s'en mêle. Il s'agit de l'association des parents et des enseignants. C'est pas un seul et même organisme, mais plein de petits organismes locaux dans chaque école du Japon. Ils identifient le problème du manga de Go Nagai et appellent à un boycott du Shonen Jump. Et c'est comme ça qu'il y a des mangas qui sont confisqués, jetés et même brûlés par des associations de quartier. Alors avec tout ça, comment va répondre le Weekly Shonen Jump et comment va répondre Go Nagai? Eh bien entendu, il va présenter des excuses publiques. Pas du tout! Il va entamer un arc narratif dans son manga où des forces armées attaquent l'école impudique et exterminent les professeurs et les élèves qui s'étaient unis contre l'oppresseur. L'école dans le manga est détruite et quasiment tous les personnages principaux et secondaires sont assassinés. Et c'est ça, la fin de son manga. C'est vraiment ça. Juste imaginez le choc émotionnel des enfants qui lisaient leurs petits chapitres toutes les semaines. Vraiment, c'est là où tu te rends compte que le Weekly Shonen Jump et les mangaka de l'époque, waouh, ils avaient des sacrés baloches, hein. Alors, socialement, ce chapitre a repoussé les frontières de la liberté d'expression dans le manga, tout en prouvant que le manga pouvait être un outil de contestation politique redoutable. Bon, alors le manga, après cet arc, il a quand même repris pas très longtemps après parce que l'éditeur voulait capitaliser sur le succès. Grosse baloche, oui, mais pas sans un gros portefeuille. Les étrangers.
Vous savez certainement que le Japon adore utiliser des étrangers dans leur publicité. Ils sont même anormalement surreprésentés et ça fait partie d'un phénomène qu'on appelle le gaijin complexe. C'est l'attirance des Japonais et surtout des Japonaises pour le standard de beauté des étrangers. Les étrangers c'est classe, c'est élégant et c'est surtout très idéalisé. Ah oui, et surtout retenez bien que lorsqu'on parle de Japonais qui envient les étrangers qui veulent leur ressembler, c'est systématiquement, quasi exclusivement des blancs. Mais là où ça devient rigolo, c'est lorsque les publicités japonaises veulent dépeindre les étrangers sans faire appel à des étrangers. Let's change the image of Japanese people. Sure. Il s'agit d'une pub de la part de la compagnie aérienne All Nippon Airways, avec une caricature de l'étranger avec un long nez et des cheveux blonds. C'est un peu marrant parce que si c'était sorti aujourd'hui, je pense que tout le monde aurait pensé que c'est une caricature de Donald Trump. Bref, les anglophones au Japon se sont plaints, et après plusieurs étapes, Anna a décidé de retirer la publicité des diffusions télé. Mais il y a aussi autre chose, cette animation en 2019 qui met en scène Naomi Osaka. Alors elle est japonaise, mais le fait qu'elle représente le Japon dans le domaine du tennis, c'est déjà un sujet tendu. Alors si on la représente avec 8 teintes de peau plus claires, ça va pas arranger les choses. En effet, Naomi Osaka dans l'animation, Naomi Osaka dans la réalité. Vous avez compris le problème. Mais je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une pub de Nissin pour Cup Noodle, ok. Toutefois on remarque qu'il y a aussi Uniqlo qui apparaît très nettement, ainsi que des personnages de l'anime Prince of Tennis qui appartiennent à la Shueisha. Ce qui veut dire donc que Nissin, Uniqlo et Shueisha ont tous validé ça. À quel moment c'est possible? Bien sûr, ils ont rapidement retiré la publicité et ils ont présenté leurs excuses, et si vous trouvez que c'est osé, eh bien pourtant, ce n'est pas le tiers du quart du culot de la prochaine publicité. À première vue, on pourrait se dire qu'il n'y a rien à signaler. Ok, c'est un singe qui est avec un public qui brandit des affiches où c'est écrit Change. Sous-entendu, il faut changer son abonnement pour l'abonnement téléphonique de e-mobile. Le souci ici, c'est le timing. Cette publicité japonaise est sortie en 2008. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en 2008? Eh bien, c'est la campagne présidentielle de Barack Obama avec le slogan de campagne « Change, we can believe in ». Donc on comprend que le singe dans cette publicité représente Barack Obama, une personne afro-américaine. À partir de là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'indignation a grimpé dans les communautés anglophones au Japon, mais c'est quand la pub est parvenue jusqu'aux États-Unis que tout s'est embrasé. La marque s'est excusée en expliquant que au Japon, eh bien le singe s'est juste vu comme une mascotte rigolote. Ce qui n'est pas faux. Cependant, juste au niveau de la prod, c'est 1000 fois plus simple quand même d'engager juste un comédien noir, même au Japon. Ça n'aurait strictement rien changé au message de la publicité, surtout qu'il faut imagine l'organisation de folie qu'il faut pour avoir un singe sur le plateau, en costume, qui soit calme, prêt à tourner. C'est une folie. Trop réaliste. Je vais vous présenter ce que je pense être ma publicité préférée. En tout cas, je trouve que c'est la plus émouvante. Elle a été diffusée en 2010 et j'ai juste besoin de vous rappeler qu'au Japon, le bento, c'est culturel. Plus que juste un repas, c'est un moyen de communication entre la personne qui le prépare et celle qui le reçoit. À 99,9%, il est préparé par la maman à l'enfant lorsque il ou elle va au collège ou au lycée. 息子との会話が少なくなる分、お弁当だけはちゃんと作ることにした。それはちょっとした一方的なメールみたいなもので、これが毎日続くと思うなよ。はい、今日から弁当。息子からの返信はなくても続けられた。お弁当はいつだって空っぽになって帰ってきたから。過ぎてしまえば3年なんてあっという間で、一つ一つの弁当にささやかな思い出が詰まってる。そして最後の弁当の日、うまい。お疲れ、私。Je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai visionné, lorsque le texte est apparu, tu te souviens du premier jour? Ah, ça m'a fait craquer. En tant que fils qui a déjà reçu des bento de sa maman japonaise, ah non, je vous jure, c'est très très efficace. Pour des raisons évidentes, elle a énormément touché les japonais et elle a même reçu un prix au Asia Pacific Adfest 2011. Mais alors maintenant, elle est très cool, hein? Mais c'est une pub pourquoi? Eh bien c'est pas facile parce que c'est ni une marque alimentaire, ni une boîte à bento.
Oui, c'est une pub pour du gaz. Et vraiment, Tokyo Gasu, ils sont très forts dans les publicités pour justement retranscrire des scènes du quotidien, mais c'est aussi un peu leur défaut, c'est que parfois, ils sont trop réalistes. 何十回目のお祈りメールだろう。書類選考や面接に落ちるたびに。学生時代は何をしていましたか？社会は甘くないのよ。 On suit une jeune femme qui vit une des périodes les plus désagréables de sa vie, c'est-à-dire le shukatsu. Littéralement, ça veut dire activité de recherche d'emploi. Mais au Japon, ça désigne surtout la période durant laquelle les étudiants en fin d'université cherchent un poste à temps plein avant l'obtention de leur diplôme. Toutefois, retenez bien que contrairement en France, tout est extrêmement codifié. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, notamment avec le système de Shinsotsu Saiyo. Ça désigne le système de recrutement des nouveaux diplômés par les entreprises japonaises. En gros, pour comprendre, l'étudiant est en shukatsu pour postuler à des entreprises qui appliquent leur système de Shinsotsu Saiyo. Et sur le papier, ça fonctionne bien parce que 98% des étudiants japonais trouvent un travail avant même l'obtention de leur diplôme. Mais forcément, il y a aussi des défauts. Le premier, c'est celui que j'avais déjà mentionné, c'est le fait qu'après avoir intégré une entreprise et avoir été formaté par cette dernière, si vous la quittez un peu trop vite, et bien en fait vous avez perdu de la valeur sur le marché du travail parce que vous avez déjà été un peu formaté par une autre entreprise, et vous êtes plus vierge. Néanmoins, ce que j'ai omis et que cette publicité retranscrit particulièrement bien, c'est la pression. Les étudiants sont habillés avec le même style de costume, participent à des salons d'entreprise, remplissent des formulaires de candidature appelés entry sheets, passent des tests d'aptitude, puis plusieurs entretiens. Et tous les étudiants du pays vivent ça au même moment, parce qu'il y a une date butoir, il faut à tout prix trouver un travail avant le 1er avril. On sent bien toute la norme japonaise étouffante de ce rite de passage vers la vie d'adulte et professionnelle. La séquence est d'une violence folle, musique qui monte, les sourires à répétition, le build-up et la coupure nette. La chute est terriblement brutale et profondément réaliste, mais justement, c'est ça qui a dérangé certains téléspectateurs. C'est que, en voyant ça, ça met vraiment dans un bad mood. Et surtout, je pense que certains, en regardant cette pub, avaient des PTSD de leur propre shukatsu. Néanmoins, je trouve que si la fille de la pub avait trouvé effectivement un travail au bout de tout ça, eh bien ça aurait été beaucoup moins impactant. Tokyo Gasu a commencé à diffuser la publicité en question le 1er février 2014 et a arrêté la diffusion le 22 février. Donc elle est quand même restée 3 bonnes semaines. Et pour ce qui est du nombre de plaintes, Tokyo Gasu a expliqué avoir tenu compte des quelques plaintes de spectateurs disant que ça faisait mal au cœur. Donc on n'a aucun chiffre officiel, mais c'est très certainement loin d'être un raz-de-marée comme celui qu'il y a eu par exemple pour la fille Anguille. Personnellement, je trouve encore une fois que cette pub non édulcorée et assez osée est vraiment top, et visiblement de nombreux japonais partagent cet avis parce qu'une fois qu'ils ont appris pour la faire, ils ont défendu cette pub. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tout comme moi vous serez passé par plein d'émotions différentes. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous et lâchez un pouce vers le haut, je vous dis à la prochaine, tchuss.